Grande dématérialisation dans le secteur des transports, et bien autour des tickets, le ticketing par SMS sur mobile, ce sera notre sujet mobile business dans cette édition. Et puis on s'intéressera aussi au métavers, et non, ils ne sont pas complètement morts, peut-être même que nos jumeaux numériques ont de l'avenir. Mais d'abord, Scaleway au cœur d'une méga stratégie dans l'intelligence artificielle, c'est 3 questions A dans Smart Tech. 3 questions à Damien Lucas, le nouveau directeur général de Scaleway. Vous êtes au centre d'investissement stratégique dans l'IA en Europe. Bonjour Damien. Bonjour. Alors Scaleway, en 2 mots, hébergeur Internet français, fondé par Xavier Niel en 1999, filiale d'Iliad, comme Free d'ailleurs. Et le groupe Iliad récemment annoncé des investissements importants dans l'intelligence artificielle, notamment avec l'acquisition d'un supercalculateur qui va être installé dans vos murs. Alors, pour qu'on prenne bien la mesure de ce projet, qu'est-ce que c'est que ce supercalculateur ? Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres peut-être sur les puissances de calcul qui vont être possibles et déployées chez vous ? Alors, des chiffres, évidemment, je peux en donner. 4013 pétaflops en FP8, ça serait la description technique. Je pense que ça parle à assez peu de gens, donc je vais essayer de vous donner des chiffres qui parlent plus. 1 millier de GPU de dernière génération. Bon, c'est colossal, ça représente des armoires et des armoires de serveurs, de l'ordre d'une centaine d'armoires de serveurs, c'est ça que ça représente. En termes de capacité de calcul... Ça représente des armoires et des armoires de serveurs, mais finalement sur une place beaucoup plus réduite. Sur une place assez réduite, oui. Voilà, c'est quelques centaines de mètres carrés, tout juste. Et ça permet d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle beaucoup plus rapidement que les générations précédentes. Avec cette capacité de calcul, on pourrait entraîner les modèles de ChatGPT en tout juste quelques semaines, là où ils ont été initialement été entraînés en des mois et des mois. Donc ça, c'est pour la capacité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, c'est la pointe en matière de supercalculateurs. C'est ce qui se fait de mieux. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qui se fait de mieux en termes de supercalculateurs. Il n'y avait pas cette... C'est une toute dernière génération, donc développée, conçue par NVIDIA. Oui, et déployée par Scaleway dans les data centers du groupe Iliad, de manière à pouvoir fournir à tous nos clients cette capacité de calcul qui n'existait pas en Europe jusqu'à présent. Alors justement, c'est ma deuxième question. Qu'allez-vous faire de ce supercalculateur et que vont en faire vos clients finalement ? Oui, c'est surtout que vont en faire les clients. Parce que Scaleway, donc c'est juste une mise à disposition ? C'est ça. Notre métier... Alors, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, on appelait ça de l'hébergement. Aujourd'hui, on appelle ça du cloud. Ça n'a pas vraiment changé. C'est de la mise à disposition de ressources partagées, mutualisées auprès de plusieurs clients. Quels clients alors, quels clients ? La réponse est tous les clients. Et c'est ça qui est magique, parce que tout le monde a besoin de cloud. Parce que tous, c'est-à-dire ? Donc, en termes de cloud, tout le monde a besoin de cloud. Les plus petites entreprises pour archiver de la comptabilité, jusqu'aux plus grandes entreprises pour y mettre des workflows, des applis et des choses comme ça. Quand on parle spécifiquement de l'IA, là encore, toutes les industries ont besoin d'IA. Et ça va révolutionner absolument toutes les industries. On pense à l'industrie pharmaceutique, qui aujourd'hui conçoit les nouvelles molécules avec de l'IA. On pense à l'industrie du cinéma, qui fait tous les effets spéciaux avec de l'IA et qui va en faire de plus en plus. Les possibilités sont juste infinies. Ce qui est important, c'est de concevoir les modèles. Alors, concevoir les modèles, c'est très très simple en fait. Ça peut paraître un peu abstrait, mais finalement c'est très simple. L'intelligence artificielle, à un moment donné, il faut qu'elle apprenne. Il faut lui donner un référentiel, il faut lui donner des livres et l'entraîner dessus. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on a besoin de cette puissance de calcul. Exactement. Et donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le fait de développer les modèles. Ensuite, on y ajoute de la donnée. Et on peut les entraîner de manière à avoir des applications derrière. Et cette puissance de calcul, elle est phénoménale. Et c'est là où on voit la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence tout court. Vous avez vu probablement ce que Tesla a pu annoncer en termes d'apprentissage pour pouvoir apprendre à conduire. Quand j'ai passé le permis de conduire, il fallait 20 heures pour apprendre à conduire une voiture. Il faut des mois pour que l'intelligence artificielle apprenne à le faire avec des données numériques. Mais il faut une grosse puissance de calcul. Ça n'existait pas en Europe
Aujourd'hui, ça existe en Europe. Donc moi, j'ai titré sur cette nouvelle ambition française, mais c'est une ambition européenne, ça que vous nous dites. C'est une ambition européenne, de toute façon. Je pense que le groupe Iliad a largement communiqué sur son ambition européenne. Et l'ambition de Scaleway au sein du groupe Iliad, c'est une ambition européenne aussi. Aujourd'hui, c'est ça qui est important, y compris en termes de souveraineté. La souveraineté française est intéressante, mais le plus intéressant reste la souveraineté européenne. Et ça, c'est important, parce qu'à partir du moment où on va confier les données à un hébergeur, à un cloud, pour pouvoir entraîner un modèle, on a envie de s'assurer de les confier à un cloud de confiance, donc en l'occurrence un cloud qui ne soit soumis à aucune loi extraterritoriale en dehors de l'Europe. Bon, puis on a envie d'avoir des champions dans l'IA en France. La dernière fois que j'ai reçu Scaleway, c'était sur un sujet green. Comment est-ce qu'on fait pour que nos data centers soient plus éco-responsables ? Or là, avec l'arrivée des IA génératives, l'entraînement des larges modèles de langage, on nous dit que c'est une catastrophe pour l'environnement. En termes de consommation énergétique, c'est phénoménal, c'est exponentiel. Comment est-ce que vous allez gérer ça, vous, dans votre data center ? Alors, la première partie de la réponse, c'est que ça sera toujours beaucoup plus green d'avoir des ressources qui sont mutualisées auprès de plusieurs clients, plutôt que de laisser chacun des clients faire l'acquisition d'un supercalculateur et le garder chez lui. Donc la démarche même de cloudification, c'est une démarche qui est extrêmement green d'un point de vue global, de cette mutualisation des ressources. C'est très bénéfique. Ensuite, et vous allez pouvoir continuer à tourner à l'énergie renouvelable à 100%? Alors, si on regarde du coup spécifiquement la question de l'hébergement de ces supercalculateurs. Oui. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les héberge dans les data centers qui vont être le plus efficaces énergétiquement. Chez Scaleway, on ne peut rien faire pour que ça consomme moins. C'est ce sur quoi travaillent les différents fournisseurs de chipsets. On a un partenariat avec NVIDIA, on travaille aussi avec Intel, avec AMD et avec les futurs Français, Oui. dès lors qu'on aura des champions français dans ce domaine. Donc, on ne peut pas maîtriser aujourd'hui chez Scaleway cette consommation électrique. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est faire en sorte que le refroidissement des data centers soit le plus efficace possible. Aujourd'hui, ce supercalculateur, il est hébergé dans un data center qu'on appelle DC5, qui est un data center qu'on appelle adiabatique, parce qu'il n'a pas de climatisation. Donc on arrive à refroidir sans utiliser de climatisation. Donc ça, c'est un petit côté génial qui fait que la consommation électrique du data center est optimale par rapport à tout ce qu'on peut imaginer. Et ça, donc, ça va continuer, y compris avec l'arrivée du nouveau supercalculateur. Alors, le nouveau supercalculateur, il est déjà là, ouais. Il tourne, il fonctionne parfaitement dans un data center adiabatique. Merci beaucoup. C'était Damien Lucas, directeur général de Scaleway. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Tout de suite, on part sur notre grand rendez-vous Mobile Business. Dans notre grand rendez-vous Mobile Business, aujourd'hui, Jérôme Bouteiller, le fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Accompagné d'Amélia Newson-Davis. Bonjour Amélia, vous êtes la directrice paiement, messaging et identité chez Orange. Et également accompagné de Damien Bousson, président cofondateur d'Atsuki. On ne va pas expliquer tout de suite ce que vous faites, parce que ça va être quand même le thème principal de notre conversation, qu'on aura juste après que Jérôme présente un peu le paysage. Parce que notre sujet aujourd'hui, donc, c'est le mobile ticketing ou mobile ticketing, cette dématérialisation des titres de transport. C'est la grande transformation du moment, ça. Effectivement, cela fait des années que l'on parle de dématérialisation ou de numérisation des tickets de transport, mais tout s'est accéléré ces derniers mois et ces dernières semaines pour des raisons aussi bien écologiques, pratiques, mais aussi avec la proximité des Jeux Olympiques d'été qui auront lieu l'été prochain à Paris. Et il y a eu plusieurs initiatives, notamment la RATP en région parisienne, qui avait déjà il y a 2 ans commencé à arrêter de vendre les carnets de tickets en carton et qui depuis le 21 septembre de cette année a tout simplement arrêté d'accepter et de vendre des tickets en papier dans l'ensemble de son réseau francilien. Avec quelques exceptions pour les très grandes banlieues. Mais alors par quoi ils sont remplacés ces tickets ? Alors pour le moment, la RATP et la région Île-de-France donnent la priorité aux cartes en plastique, les fameux Pass Navigo, qui couvrent aujourd'hui l'ensemble des problématiques, aussi bien les abonnés mensuels qui ont un accès à l'infrastructure. On peut aussi avoir des cartes en plastique pour des paiements à l'unité, puis aussi une nouveauté des cartes non nominatives, mais qui sont prépayées pour accéder au transport. Mais évidemment, la volonté de ces 2 acteurs, c'est de pousser aussi à la dématérialisation
dématérialisation de ces cartes en plastique au profit d'une application pour smartphone, Île-de-France Mobilité, qui permet à minima de recharger sa carte en plastique, mais surtout pour les gens qui ont un smartphone équipé du sans contact et du NFC, de pouvoir accéder, de passer les portiques, notamment le métro, et donc de se substituer à ces cartes en plastique. Il reste un problème de compatibilité quand même. Alors effectivement, aujourd'hui, ça ne fonctionne que sur les smartphones Android. Et depuis déjà 2 ou 3 ans, les gens qui possèdent un smartphone Samsung pouvaient s'en servir dans le métro parisien. Les possesseurs d'iPhone, c'est plus compliqué, puisque on le sait, Apple se réserve l'usage de sa puce NFC, notamment pour Apple Pay, et bloque depuis quelques années le déploiement de cette technologie. Apparemment, cet été, il y a eu un accord entre la région Île-de-France et Apple, et on attend normalement pour le début de l'année 2024, donc juste avant les Jeux Olympiques, l'arrivée de cette fonctionnalité sur smartphone. En tout cas, ça arrive très très en retard. Au Japon, par exemple, ça fait déjà plus de 20 ans que les utilisateurs du métro de Tokyo peuvent utiliser leur téléphone pour accéder aux infrastructures publiques. Est-ce qu'il existe d'autres technologies comme ça qui transforment vraiment ce ticketing dans les transports? Alors, il faudra bien distinguer les infrastructures fermées, celles qui ont un portique, comme le métro parisien, où en gros, pour y accéder, il faut utiliser un système sans contact, par exemple sur notre smartphone, ou éventuellement des QR codes, mais c'est beaucoup moins rapide, c'est beaucoup moins fluide que le sans contact. Pour les infrastructures ouvertes, on peut penser au bus ou au tram où là, il n'y a pas de portique. Il y a une technologie dont on va parler aujourd'hui avec nos deux invités, que le mobile ticketing par SMS, qui permet effectivement d'avoir un titre de transport très rapidement. Et puis, si c'est un sujet qui intéresse les gens qui nous écoutent, il y aura un salon, le salon les rencontres nationales des transports publics, qui aura lieu du 17 au 19 octobre à Clermont-Ferrand, où on pourra associer la mobilité sur smartphone et ces nouvelles mobilités de transport public qui sont en pleine révolution. Très bien. Alors effectivement, on va s'intéresser à ce sujet du ticketing mobile, ticketing par SMS, donc avec nos deux invités, Amélia Newsome-Davis et Damien Bousson. Peut-être une première question pour vous, Damien. Ce ticket par SMS, il fête ses 6 ans. Pour autant, l'adoption n'est pas forcément très évidente. Ça prend du temps, une transformation des usages comme ça? En fait, ça va assez vite. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Comment on prend un ticket SMS. Il suffit en fait d'envoyer un mot-clé, un numéro court par SMS. Donc pour un usager, c'est extrêmement simple. Par exemple, si je veux prendre un bus en région parisienne, j'envoie le mot-clé bus plus le numéro du bus et j'obtiens par retour de SMS un SMS qui est mon ticket. Et j'ai plus rien à faire puisque le prix du ticket... Combien de personnes font ça? Aujourd'hui, on en fait des millions en France. Ah oui, quand même. On en fait déjà des millions en France et en Suisse. Et c'est vrai qu'on a créé ça sur le marché français il y a maintenant 6 ans, puisque c'est en 2017 qu'on a pu le lancer. Mais c'est quelque chose qui vient en fait de Suisse, qu'on avait créé bien avant sur le marché suisse, à la demande du réseau de transport de Zurich, qui avait des problèmes de distribution de ces titres la nuit. Pour des raisons de sécurité, les chauffeurs ne voulaient plus distribuer, vendre des tickets à bord. Et les distributeurs automatiques étaient systématiquement vandalisés. Donc du coup, ils nous ont demandé si on n'avait pas une idée. Et à ce moment-là, nos équipes en Suisse ont créé ce système qui permet très simplement, à partir de son téléphone, d'obtenir un titre et de le payer. Donc c'est le métier de Datsuke. C'est notre métier. Alors un lancement qui s'est fait grâce à la loi pour la République numérique d'Axel Lemaire, donc en 2017 effectivement. Amélia, en 6 ans, ça s'est bien développé. On peut donner quelques chiffres sur ce marché du ticket par SMS? Oui, tout à fait. C'est un marché qui croît très vite. Donc on voit une progression à 2 chiffres et 30%, plus que 30% entre 2021 et 2022. Donc aujourd'hui, on donne sur à peu près 30 millions de recettes en termes de transactions qui paiements processés, 3500 communes et une quarantaine de réseaux de transporteurs. Donc on peut dire que c'est vraiment, il a pris sa place dans le marché du ticketing en France. À partir de quand? Donc à partir de 2021, vraiment, vous estimez que en fait, ça a démarré en 2017. Ouais. Et puis il y a eu une très grosse accélération pendant la pandémie. Parce qu'à ce moment-là, certains chauffeurs ne voulaient plus vendre de titres. Et puis c'était vraiment un moment où toutes les solutions d'ailleurs dématérialisées sont développées. Ok. Et ça a commencé à Rouen, je crois. Et aujourd'hui, effectivement, des dizaines d'agglomérations à travers la France l'ont déployé. Alors, on avait peut-être une question sur les bénéfices pour les consommateurs. Oui. Damien? Eh ben, écoute, La simplicité, voilà, vous allez me dire. c'est la simplicité, c'est-à-dire en fait un SMS, un ticket. D'ailleurs, j'ai pas besoin d'un smartphone, j'ai pas besoin de télécharger une application, j'ai pas besoin d'ouvrir un compte et de mettre un moyen de paiement. J'envoie un SMS, j'ai un titre. Tout le monde sait envoyer un SMS, tous les téléphones envoient un SMS. C'est la simplicité. Après, c'est vrai que on fait du volume, mais on adresse les titres unitaires. C'est-à-dire nous, on ne répond pas à la problématique de l'abonné. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de titre, il a envie de prendre un titre, c'est la plus facile façon de le prendre. Ok. Donc c'est uniquement pour les usagers particuliers, ça ne concerne pas les entreprises?
Je peux le prendre en tant que salarié d'une entreprise. Oui. Okay. Après, si j'ai un téléphone, alors là, vous rentrez dans des spécificités particulières de notre métier. Si j'ai un téléphone qui fait partie d'une flotte d'entreprises, il est possible que l'acheteur de mon entreprise ait décoché la possibilité d'acheter avec ma facture mobile. D'accord. Et à ce moment-là, effectivement, vous allez recevoir un message qui veut dire votre abonnement ne vous le permet pas, mais on a d'autres solutions qui permettent d'obtenir son titre. Et cette simplicité, c'est vraiment un point important. Hein. Je crois qu'Amélie a des retours, notamment sur la partie NLP. Oui, tout à fait. Donc, c'est le côté instantané et simple que les clients plébiscitent. Et nous, on fait des sondages régulièrement de nos clients, ce qu'on appelle le fameux NPS, le Net Promoter Score. Et le ticketing va avoir un score qui est au-delà de 40, qui est très élevé. Il y a très peu de services qui arrivent au-delà de 40. Et donc, vraiment, ils aiment beaucoup ce côté facilité. On n'a pas envie de sortir sa carte bleue au moment de faire un achat et mettre les numéros ou télécharger une application. Donc, vraiment quelque chose de très, très fluide. Et puis, je pense que le rôle de l'opérateur est important aussi. On est garant, quelque part, du paiement, garant du fait que c'est un parcours de paiement, que le paiement a été bien processé de notre côté. Et donc, les clients nous font confiance. Ils aiment bien avoir le rôle d'opérateur comme garant. Et alors, comment vous voyez évoluer ce marché du ticketing pour les prochains mois, les prochaines années ? Alors, c'est un marché qui évolue vraiment très vite, mais je pense que ce n'est pas uniquement le SMS qui va le porter. Ce qu'on voit arriver en ce moment sont des nouveaux canaux de messaging, ce qu'on appelle le rich messaging, le RCS typiquement. Oui. Donc le canal, on va pouvoir pas simplement faire l'achat du ticket, mais aussi envoyer le QR code qui va servir, par exemple, d'ouvrir les portiques dont Jérôme parlait, voire même aller beaucoup plus loin, géolocaliser le client et lui proposer des services spécifiques à l'endroit où il est. Le ticketing par SMS, il intéresse aussi beaucoup évidemment les réseaux de transport. On peut peut-être revenir aussi sur les bénéfices pour ces réseaux, Damien ? Pour un réseau, ça répond à une problématique que tous les réseaux ont, qui est la vente des titres unitaires. Parce qu'il faut soit vendre à bord, ça fait perdre du temps, ça fait manipuler de l'argent, c'est compliqué. Ou alors, il faut avoir des guichets, même chose, c'est le même problème. Ou alors, il faut avoir des distributeurs automatiques, mais derrière un distributeur, il n'y a qu'une personne. Donc, voilà. Et donc, cette technologie vraiment répond à une problématique de distribution de ces titres unitaires. C'est un premier truc. Après ça, si je reprends la vente à bord, quand on la diminue, le véhicule il fait plus de tours. S'il fait plus de tours, ça fait gagner de l'argent au réseau de transport, et puis ça satisfait les utilisateurs qui vont plus vite à l'endroit où ils veulent aller. Il y a un problème sur la rapidité des bus à Paris, en tout cas. En tout cas, là, le conducteur peut se concentrer là, en l'occurrence, sur son métier. À Paris, si vous lui demandez d'acheter un titre, il va commencer par vous dire est-ce que vous voulez envoyer un SMS pour obtenir votre titre, pour justement gagner du temps. Okay. Après, c'est une autre problématique que le problème de ticketing, le fait que il y a un problème de rapidité. Après, il y a tout un tas d'autres avantages pour les réseaux. Il y a ce qu'on appelle la fraude molle. Exactement, c'est-à-dire qu'on a des clients qui ont fait des études et puis qui se sont rendus compte que quand ils lançaient le titre SMS, ils vendaient plus de titres que ce qu'ils auraient vendu sinon. Et donc du coup, en grattant un peu ces études, ils se sont rendus compte que c'était surtout sur la fraude de circonstances qu'on gagnait des parts de marché, c'est-à-dire, et c'est quelque chose qui arrive souvent surtout sur les réseaux sur lesquels il y a du tramway, par exemple. Je vois le tramway passer, devant le distributeur, il y a quelqu'un, j'ai envie de le prendre, et puis je ne suis pas vraiment un fraudeur, mais je vais quand même le prendre. Et ça, c'est des centaines de milliers de personnes par an. Ceux-là, ils envoient un SMS, et donc ça fait des centaines de milliers de personnes qui payent leur titre en plus chaque année, et c'est tout bénef pour les réseaux. Mais comment savoir si le réseau dans lequel on est couvert par ce service ? Alors ça, c'est un problème de communication des réseaux. Ouais. Donc, comme je vous le disais, par exemple, à Paris, nos meilleurs ambassadeurs, ce sont les chauffeurs qui vont vous dire, plutôt que de me donner de la monnaie, envoyez un titre SMS, envoyez un SMS. Après, la plupart des réseaux communiquent. En fait, c'est facile de communiquer à l'arrêt. Si vous communiquez à l'arrêt, vous dites, pour obtenir votre titre, vous envoyez V1 comme un voyage aux 93 000, et puis les gens le voient et l'adoptent. Et qui paye alors ? C'est quoi le marché du ticketing par SMS ? Aujourd'hui, le marché de ticketing, c'est 30 millions d'euros par an, à peu près. Mais pour qui paye comment ça fonctionne, là, les revenus sur ce service ? Alors, les clients payent, c'est les clients qui achètent le ticket. Donc, c'est l'opérateur qui va ensuite collecter les fonds et on va les reverser au prestataire qui est Atsuke et qui ensuite va partager ça avec les réseaux. D'accord. Mais ce ticket, il est au même prix que si je l'avais acheté directement au conducteur ? Oui. Et alors, parfois même moins cher. Où se fait le marché, puisque c'est exactement les mêmes montants ? C'est comme sur n'importe quel autre moyen de distribution, si vous voulez. L'opérateur intervient comme canal de distribution et comme moyen de paiement.
Oui. Donc, il prend une commission comme le prennent les banques. Ok. D'accord. Et puis, nous, on apporte une solution technique qui permet de... Et c'est moins de coûts aussi, peut-être pour ces réseaux de transport. Il y a moins d'automates, il y a moins de machines à C'est sûr que entretenir. pour un réseau de transport, on a vu, nous, maintenant qu'on est là depuis un certain nombre d'années, quand un réseau doit renouveler son parc de distributeurs automatiques, s'il a le ticket SMS, il n'y a pas tous les renouveler. Et ça, c'est beaucoup d'argent parce que c'est de l'investissement et puis c'est de l'entretien. De la Il maintenance. faut aller chercher les sous dans les distributeurs. Tout ça, c'est de l'argent. Et du côté de l'opérateur, vous voyez ça comme un nouveau métier? Vous avez commencé à évoquer les nouveaux marchés possibles. Quelle ampleur ça peut prendre? Alors, ce n'est pas un nouveau métier, parce qu'en fait, on fait du paiement sur facture opérateur, surtout du paiement sur facture mobile, mais aussi un peu de paiement sur facture Internet depuis quelques années. Oui. Donc, le ticketing fait partie des segments, les verticales, on les appelle, qu'on essaye de développer. Oui. Donc, on a les jeux, typiquement, on peut payer aussi tous les achats de services ou d'applications dans les stores, hein, Apple Store ou Google Play. On peut acheter des jeux sur des consoles de jeux, et puis on est en train d'investiguer de nouveaux services comme le rechargement de voitures électriques. Donc, au-delà de la billettique, il va y avoir aussi la billetterie, peut-être les parkings. Il y a une volonté d'utiliser aussi cette fonctionnalité de paiement sur facture opérateur dans tous les aspects de la vie quotidienne. Tout à fait, c'est plus qu'une volonté, ça existe déjà. Donc on a déjà la possibilité de payer son parking, la possibilité aussi d'utiliser le facture mobile comme un moyen d'acheter un billet à partir du moment que c'est pas plus cher que 50 euros. Oui, rapidement. Rapidement, pour les infrastructures fermées, est-ce que des innovations permettraient aussi demain d'accéder peut-être avec un QR code au métro parisien avec ce type de fonctionnalité? Alors nous, on travaille beaucoup sur ces sujets parce que c'est vraiment un sujet important. Il se trouve qu'en France, il y a pas mal de réseaux qui sont fermés, ce qui n'est pas le cas en Suisse où on travaille beaucoup, et dans d'autres pays d'ailleurs. Donc on essaye de voir quelles technologies nous permettent, en gardant vraiment la simplicité du SMS ou du RCS, enfin du message, si vous voulez, le fait de pouvoir trouver le moyen d'aller émettre le signal qui va permettre d'ouvrir le portique. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, d'avoir porté ce sujet sur les écrans de Bismarck. Damien Bousson, président cofondateur d'Atsuki, Amélia Newsom-Davis de chez Orange. Merci à vous pour vos explications. Merci. On termine Smart Tech avec les métavers. Tiens, Manon, ils ne sont pas morts, les métavers. La tech, le numérique, c'est une question humaine et ça, on ne l'oublie pas grâce à David Lacomblette de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Et aujourd'hui, vous aviez envie de revenir sur les métavers. Et non, ils ne sont pas morts, vous nous dites. Hein. Oui, alors parce que on en a quand même beaucoup parlé au moment où Facebook s'est rebaptisé Meta, c'était quand même en 2022, puis c'est un peu visiblement retombé comme un soufflet. Pourtant, vous nous dites que les jumeaux numériques ont de l'avenir. Alors c'est vrai que Mark Zuckerberg a remis un peu de bûche dans le feu la semaine dernière avec une démonstration et des avatars tout à fait sidérantes. Il faut bien voir que les jumeaux numériques, c'est une projection de soi ou d'un produit ou d'un concept dans l'espace numérique, mais qu'on en fait déjà sans même le savoir. Hein. Quand vous avez un avatar sur Instagram ou dans Snapchat avec une lance, avec une couronne sur la tête, c'est plus vraiment vous, mais c'est pas quelqu'un d'autre, c'est votre jumeau en quelque sorte. Il faut voir que c'est un concept ancien. Je vous renverrai vers la lecture d'un roman d'anticipation qui s'appelait Le Samouraï virtuel, paru en 1992, écrit par Neil Stephenson et qui décrit un héros qui s'appelle Hiro, qui est champion de sabre le jour et livreur de pizza la nuit. Je vous laisse le soin de deviner quel est le double. Au-delà, il faut bien voir que le jumeau numérique s'applique dans de très nombreux domaines industriels et on a des champions en France sur ces sujets. Je pense à Dassault Systèmes ou Thales, par exemple. Ouais. Quand vous construisez un avion et que vous ne le faites plus passer dans des souffleries, mais uniquement dans des programmes informatiques pour valider tout ce qui doit l'être, vous êtes dans un jumeau numérique. Quand vous construisez une centrale nucléaire et que vous la livrez au jour près parce que vous avez modélisé absolument toutes les tranches de travaux au préalable et donc anticipé, ce qui est inhérent à un chantier en termes de difficulté d'arrêt, ça vous permet effectivement d'avoir un jumeau numérique. Alors ça laisse un peu rêveur au pays de Flamanville, mais en la matière, vous avez des champions français qui s'exportent très bien, je pense à Dassault Systèmes en particulier. Et dans c'est le bâtiment, à se développer, vous pensez ? Et dans le bâtiment, il y a le BIM, vous en entendrez parler assez régulièrement. Ce sont vraiment des maquettes qui permettent de bien anticiper.
Alors oui, ça va se développer pour plusieurs raisons. C'est que les infrastructures sont désormais prêtes. Vous avez du réseau, de l'accumulation de données et de la puissance de calcul comme on n'en a jamais vu. Donc autant de choses qui vont permettre de simplifier, de mettre en magasin, si je puis dire, des solutions pour demain faire de la formation, par exemple. Aujourd'hui, il est plus simple d'emmener des jeunes collégiens dans une menuiserie virtuelle que dans une vraie. On voit tout de suite les incidents qu'on peut éviter. Et c'est pas de la science-fiction, ça existe déjà dans de nombreux centres de formation en France. Et pourtant, chez Meta, on licencie dans la branche métaverse quand même. Alors, parce que, on l'a vu, la courbe du numérique fait aussi qu'il y a une courbe d'apprentissage qui fait que vous avez peut-être un peu moins de monde dans un deuxième temps pour développer des choses. Souvenez-vous de l'origine du web, on mettait 6 mois pour développer un site web, là où il sera en quelques jours désormais, donc ça a des conséquences immédiates. Au-delà, il faut bien voir qu'en 2022, il y a eu de très lourds investissements. Ce sont 6 milliards d'euros de fonds d'investissement qui ont été mis dans des jeunes pousses. Et donc, ça apportera ses fruits à un moment ou à un autre. Et selon une autre étude de McKinsey, on est sur une projection de 700 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon de la fin de la décennie, c'est-à-dire autant que le jeu vidéo et le cinéma réunis. Merci beaucoup, David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Vous avez raison, tout ça n'est pas terminé. On va continuer à parler de ces réalités immersives, notamment dans Smartech. Merci à vous de nous suivre avec régularité sur les réseaux sociaux, en podcast et puis évidemment à la télé sur Bismart. À très bientôt.